Vendredi dernier, il y a eu une nouvelle attaque au couteau contre une policière municipale. Ça se passait près de Nantes. L'assaillant, il était fiché pour radicalisation. Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas eu un mot pour la victime hospitalisée. Il a juste souligné les troubles mentaux de l'agresseur et le manque de moyens des services psychiatriques. Vous comprenez que ça puisse être choquant pour beaucoup, ce manque finalement de compassion pour la victime? Tout le monde, nombreux responsables de la France Insoumise, y compris Jean-Luc Mélenchon, nous saluons toujours. Lorsqu'un policier tombe ou est blessé, nous rendons hommage, etc. Ce que vous dites n'est pas exact. C'était son premier tweet. Oui, son premier tweet qui rappelle une chose. Mais c'est pas la même chose. De dire que dans ce cas précis, ce qui est choquant, c'est que la personne, vous dites qu'il est fiché S, c'est d'abord quelqu'un qui avait de sérieux troubles psychiatriques, qui par ailleurs avait des problèmes mentaux, qui a été emprisonné, qui s'est radicalisé une fois en prison, mais qui n'a jamais été traité durant son séjour en prison sur ses troubles psychiatriques et qui se retrouve dehors sans aucun contrôle et qui après produit cet acte fou. Et c'est une part significative aussi des attentats. Et il faudrait avoir le courage de le dire. Le courage, c'est d'arrêter de courir derrière, de dire il y a de radicalisation religieuse chez certains, c'est une réalité, mais aussi il y a une part significative de ces attentats qui sont dus au fait que la faiblesse des politiques publiques de santé, le fait qu'on a fermé 31 000 lits, c'est ce que pointait Jean-Luc Mélenchon, qui s'adresse notamment à ces gens et qui sont en liberté. Ils sont dangereux, ces gens en liberté. Donc il faut arrêter des politiques, des fois un vocabulaire sécuritaire qui en fait nous met en danger collectivement, parce qu'il faut aussi des politiques de prévention, de santé, et de pas faire des lieux de prison qui sont des lieux de radicalisation. Bien sûr, mais ça peut sembler, quand c'est un premier tweet comme ça, une première réaction, une forme d'excuse, une manière d'excuser l'acte de cette personne. C'est plutôt une condamnation. C'est une condamnation de ceux qui ont fermé ces 31 000 lits et qui mettent les Français en danger en laissant circuler dans la rue des gens qui sont dangereux, qui ne sont pas suivis et qui commettent des actes tels qu'on vient de le voir. Mais une fois de plus, soit on raconte n'importe quoi et on dit islamisme, attentat, soit on dit c'est aussi une personne complètement perturbée psychiatriquement, psychologiquement, qui n'est plus pris en charge, et on dégrade des politiques publiques de santé et on met les Français en danger, en l'occurrence une policière. Mais nous rendons toujours hommage aux policiers, mais le problème, c'est que beaucoup d'organisations qui parlent au nom des policiers font un très mauvais boulot du point de vue de la police et ne leur rendent pas service, parce qu'ils devraient, ces gens-là aussi, expliquer qu'on a 25% des gens en prison qui ont des problèmes psychiatriques qui devraient être traités, ça met les gardiens en danger. Il devrait aussi expliquer qu'il manque de moyens dans les commissariats. Justement, est-ce que dans votre rapport de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon avec la police, est-ce que par exemple, lorsqu'il qualifie le rassemblement des policiers de factieux, est-ce que c'est pas finalement une manière de mettre de l'huile sur le feu ? Non, c'est les gens qui ont fait ce rassemblement qui mettent de l'huile sur le feu. Vous savez, c'est pas les policiers. La personne du syndicat Alliance, qui est une organisation très marquée à droite, qui dit le problème de la police c'est la justice, est un homme qui va avoir fait de la politique, est adjoint au maire de sa commune, les Républicains. C'est de la politique, et beaucoup de policiers, je crois, à mon avis, en ont de plus en plus marre de se faire instrumentaliser par des organisations. Mais il n'y avait pas que ça dans ce rassemblement. Il y avait aussi des policiers qui dénonçaient un manque de moyens. Non, eux, ils n'ont pas eu droit quasiment à la parole. Justement, ils se font avoir. Ceux qui, concrètement, moi je les connais, mais les policiers de chez moi, commissaire des Lilas, commissaire de Montreuil, manque de moyens, les voitures fonctionnent pas bien, les bureaux sont dégradés, un commissariat sur 4 est dans un état dégradé. Donc une vraie organisation syndicale, elle devrait dire ça, pas faire de la politique politicienne au service soit d'organisations de droite, soit d'extrême droite, pour un agenda politique qui vise à écarter la question sociale, c'est-à-dire le problème que dans ce pays il y a du chômage, que l'assurance chômage va être à la baisse à partir de demain, qu'on a par exemple les expulsions locatives qui recommencent à partir de demain, qu'il y a à peu près 60 000 familles qui sont en danger, etc., etc. Ça, c'est des sujets qui concernent tous les Français. Et certains veulent faire une présidentielle uniquement sur le terrain de la sécurité, en expliquant qu'en gros les juges seraient des laxistes, qu'on mettrait tout le monde dehors, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, sauf que la vérité c'est qu'à force de dégradation du service public, la prison devient parfois des lieux de radicalisation, les gens qui ont des problèmes psychiatriques ne sont plus traités, nos hôpitaux sont surchargés, etc., etc. Donc restons, axé sur les vrais problèmes. Moi, je ne cours pas derrière l'agenda de M. Macron, Mme Le Pen, qui ne veut plus parler social, qui ne veut pas parler démocratie, qui ne veut pas parler écologie, mais qui veut être à celui qui sera le plus excessif dans des réponses qui mettent en plus les policiers en danger. Alors, avant la présidentielle, il y a les régionales, et c'est vrai que on a du mal à y voir clair dans les alliances au sein de la gauche. Alors, c'est un peu à la carte. Il y a des régions où vous arrivez à en créer, il y en a d'autres où vous n'avez pas du tout réussi. Nous, on est il y a des différences insurmontables.
Pour ce qui est des régionales, ça touche pas des sujets importants justement, justement, c'est pourquoi nous avons travaillé partout, nous, la France Insoumise, à essayer de créer le plus possible de rassemblement. Le rassemblement des Hauts-de-Seine, c'est grâce à nous. Le fait qu'on s'est rassemblé derrière Mme Karima Deli, qui est écologiste. Dans la région Île-de-France, je vais en dire deux mots, Mme Clémentine Autain, notre candidate, elle, risque d'être à mettre en tête de toutes les listes de gauche, ce qui serait une bonne chose. On pourrait se rassembler, battre peut-être Mme Pécresse. Donc qu'est-ce qui se passe dans la région Provence, Alpes, Côte d'Azur? Parce que là, il y a le sectarisme d'Europe Écologie Les Verts notamment, que c'est des irresponsables qui ont préféré s'allier avec le Parti Socialiste et en disant que la condition de leur rassemblement, c'est qu'il n'y ait pas la France Insoumise. Donc c'est des gens totalement irresponsables dans une région où l'extrême droite est très haute, la droite. Donc on voit bien qu'il y a d'un côté ceux qui, pardon l'expression, on est le matin, jouent le pipeau de l'unité en permanence, mais qui en vérité, dans les coulisses, jouent la grosse caisse de la division. Bon, tout ça, chacun jugera. Fondamentalement, le fond du problème qu'on a aujourd'hui, c'est mobiliser des millions d'abstentionnistes. C'est ça qui va bouleverser la situation. Voter pour ces idées. Hier soir, j'étais avec Daniel Simonet dans le 20e arrondissement à Paris. Il y avait une législative partielle. Elle sera au second tour. Personne ne l'attendait là. Candidate France Insoumise, qui peut peut-être offrir une 18e députée insoumise à l'Assemblée. Je dis à tous ceux qui nous écoutent, c'est ça. Votez pour vos idées et le programme de Jean-Luc Mélenchon. Alors clairement, que ferez-vous au soir du second tour? Ne posez pas la question parce que ça marche pas. Non, parce que là, on voit que chaque parti est en train de se déterminer, que la République En Marche a dit qu'il ferait Front républicain. Donc qu'est-ce qui se passe au second tour? Est-ce que si une région peut l'emporter, l'Assemblée nationale peut l'emporter dans une région, est-ce que vous direz... Alors, non, mais je vous poserai la question après, mais d'abord sur le Rassemblement national. Est-ce que vous ferez républicain ou est-ce que vous direz chacun fait comme il veut? Chacun, d'abord, doit apporter ses idées au second tour. Non, je sais pas que je veux, on s'exprimera au soir du premier tour. Mais il y a un piège en politique qui consiste à accepter l'agenda qu'on vous fixez. En gros, vous êtes des petits gamins, vous serez pas au second tour. Qu'est-ce que vous ferez au second tour, monsieur Corbière? Eh ben, moi, je dis au second tour, mettez la France Insoumise ou les listes qu'on soutient au second tour. C'est la meilleure façon de lutter contre le Front National, dont je ne souhaite pas la victoire. Et c'est la meilleure façon de lutter aussi contre le faux barrage du Front National qu'est monsieur Macron. Comprenez-moi bien, on risque d'avoir une abstention extrêmement forte. D'abord, je dis aux gens, le 20, il y a un vote, et qui souvent se confond entre un vote régional, un vote départemental. Portez vos idées avec force. Que tous ceux qui ont prévu peut-être de s'abstenir parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a des difficultés à saisir les enjeux, allez voter. Et on verra au soir du premier tour. Il y aura des surprises, je le souhaite, et de toute manière, la seule façon d'éviter la victoire du Front National ou la victoire de Macron, qui sont un peu chacun à leur façon, soit l'extrême droite, soit l'extrême marché, mais je veux dire quelque chose qui correspond pas selon moi aux attentes profondes du pays, c'est de chercher à créer une majorité sur des thèmes que j'ai définis tout à l'heure, priorité au social, écologie, 6e République. Donc c'est possible, et vous verrez que même en 2022, cette possibilité existe avec Jean-Luc Mélenchon. Bon, on va être un peu patient pour le consigne de vote. Oui, parce que sinon c'est démobiliser les miens. Cette union des gauches, elle est aussi très compliquée au niveau national, avec la présidentielle qui s'annonce. Alors pour Jean-Luc Mélenchon, c'est même mission impossible, il l'a clairement dit. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? D'autant que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui dans les sondages, il est à peu près à 11%. On ne peut pas dire qu'il y a un candidat qui émerge beaucoup plus que les autres. Anne Hidalgo, Yannick Jadot... Attendez, sérieusement, vous dites, si vous prenez les sondages, il n'y a pas un candidat qui émerge plus que les autres? Non, les autres sont entre 6 et 8. Ouais, donc il y a un candidat qui fait le double les autres, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Mais pour vous, il n'émerge pas. Mais est-ce que c'est suffisant pour s'imposer comme leader? Oui, mais c'est amusant comme vous présentez les choses. Vous dites, il y a 3 candidats, il y en a aucun qui émerge le plus que les autres, il y en a un. Alors, il y en a un, je vais rectifier. Qui fait le double des autres. Il y en a un qui émerge un peu plus, mais est-ce que c'est suffisant pour s'imposer comme leader? D'accord, mais s'il y en a déjà un qui émerge des autres. Et si ceux qui disent qu'il faut l'unité, et pourquoi pas, et il faut faire toujours l'unité sur le programme, sur les idées, pas le casting, étaient sincères, ils pourront au moins mettre dans la discussion le fait qu'actuellement, il y a un candidat qui se détache des autres et que peut-être il peut être le candidat du rassemblement. D'abord sur les idées. Et c'est possible, il y a des gens avec qui c'est possible. Je pense à nos amis du Parti communiste, je pense à nos amis de Génération avec Benoît Hamon, je pense à beaucoup de gens d'Europe Écologie Les Verts. Pour ce qui est du Parti socialiste, le problème c'est que on a le bilan de François Hollande, je ne sais pas aujourd'hui sur quelle ligne politique est le Parti socialiste. Si c'est pour faire revenir François Hollande, beaucoup de gens n'en veulent pas. Mais si le Parti socialiste est favorable à une discussion politique, notamment, je répète, en finir avec les institutions de la Ve République, qui sont antidémocratiques, faire régler l'abstention, en finir avec notre système productiviste et imaginer une transition écologique, en finir avec des politiques libérales, etc., et imaginer une autre répartition de la richesse, on peut y arriver. Le problème du PS, c'est que souvent son seul programme, c'est l'unité, parce qu'il n'a pas de programme. Vous évoquez le nom, avec tout le respect qu'on lui doit. Madame Hidalgo, il paraît qu'elle est candidate à l'élection présidentielle. Mais sur quel programme?
Sur quel programme? Pour quelle idée? Pour faire quoi pour le pays? Pour proposer quoi aux gens? Et vous évoquez leurs mauvais éléments dans les sondages, c'est qu'il y a des candidats qui sont candidats pour eux, mais qui n'ont pas d'idée. Mélenchon, c'est un programme. Alors on a le droit de pas être d'accord, mais ça s'appelle l'Avenir en commun, ça a déjà fait 7 millions de voix, les gens le connaissent, et je crois que c'est quelque chose de fort. Donc j'invite chacun à arrêter à personnaliser le débat. Il y a aujourd'hui, on verra si ça évolue, mais un candidat qui quand même a une notoriété, une expérience, un programme, il peut être ce candidat du Rassemblement. Et de toute manière, surtout, au-delà des petits partis, je termine là-dessus, dont vous parlez, ou des partis non petits, surtout, il faut s'adresser aux abstentionnistes. Et vous verrez qu'en 2022, on va changer les choses.